Sunday Production. Malheureusement, aujourd'hui, on est dans une société où on veut aller tout de suite vers notre projet rêve, vers notre objectif, et on saute des étapes. Et ça, je trouve qu'on a tous, spécialistes du vélo, une responsabilité à dire ce genre de choses, quoi. Tu pourras le faire, mais il faut que tu sois patient, que tu accordes du temps et que tu respectes la progression que tu dois avoir pour accéder à ça. Bienvenue dans Ultra Talk. Je suis Arnaud Manzanini et chaque semaine, je me plonge dans des discussions captivantes avec des esprits audacieux pour vous lancer vous aussi dans des aventures hors du commun. Des sommets de l'ultra trail aux routes infinies de l'ultracyclisme, de l'alpinisme aux horizons lointains de la voile, toutes les facettes du monde ultra sont explorées. C'est parti pour un nouvel épisode. Je suis avec Jean-Yves Coupu aujourd'hui. Bonjour Jean-Yves. Bonjour Arnaud. Eh bien, je suis content parce que ça doit faire à peu près 3 ans où la première fois je t'ai dit « Jean-Yves, j'aimerais bien t'avoir sur le podcast ». Donc, je suis vraiment ravi et je profite de mon passage à Annecy justement aujourd'hui pour pouvoir faire ça en face à face, c'est beaucoup plus sympa. Donc, bienvenue sur le podcast. Merci, et puis merci à toi de m'accueillir aujourd'hui. Alors c'est vrai que quand je t'ai invité, déjà la première fois, mais encore cette semaine, tu m'as dit « Je ne sais pas trop moi ce que je peux apporter à tes auditeurs et auditrices, mais je pense qu'à l'issue de cet épisode, vous comprendrez pourquoi j'ai voulu inviter Jean-Yves sur l'épisode. » Et je ne sais toujours pas d'ailleurs. Eh ben écoute, voilà, moi en tout cas je suis très content. Je suis très très content de pouvoir partager ce temps-là avec toi. Je le dis souvent, mais souvent off aussi aux invités du podcast, c'est que en fait, le podcast, pour moi, c'est juste une excuse pour rencontrer des gens et passer 1 heure avec eux, tu vois, et discuter. Jean-Yves, comme je le fais systématiquement, je sais que tu écoutes quelques épisodes. Est-ce que tu peux te présenter, Jean-Yves, pour les auditeurs et auditrices du podcast ? Alors, je vais faire rapidement. Hein. Je suis un hyper passionné de sport, curieux, très curieux. Et donc, ça m'a conduit à faire de ma vie quelque chose qui était complètement aligné avec ça. Donc aujourd'hui, dans un cadre un peu plus professionnel et moins personnel, je suis directeur de l'innovation et du planning stratégique pour une belle marque française qui s'appelle Salomon. Et voilà, et j'ai construit toute ma vie autour du sport en fait. Hein. J'ai fait des études de professeur d'éducation physique. Je me suis spécialisé en physiologie. J'ai été ensuite journaliste dans le vélo, puisque je suis rentré à la fin de ma carrière semi-professionnelle, je dirais, parce qu'on ne vivait pas du VTT à cette époque-là, à la fin des années 80. Je suis rentré chez Vélo Vert, où je suis resté pendant 8 ans. Puis, j'ai eu l'opportunité donc de rencontrer ma future femme dans les Alpes et d'émigrer dans les Alpes et de finir il y a 27 ans de cela chez Salomon. Oui, parce qu'il y a un petit accent. Hein. Tu es originaire de quelle région ? De Toulouse. De Toulouse, voilà. J'ai eu l'occasion de croiser le frangin 1 ou 2 fois. Donc, c'est pour ça. Et donc, tu as été prof de PS au début ? Ouais, j'ai été prof de PS. Je suis breveté d'État en cyclisme. Voilà, j'ai quelques formations aussi diplômantes en physiologie du sport et nutrition du sport. Enfin, voilà, c'est mon univers de passion. Ok, je comprends mieux certaines choses. Alors bon, on va rembobiner un petit peu l'histoire comme on le fait à chaque fois. Alors, tu passes de prof de sport, donc on a bien compris que le sport, c'est ton fil conducteur de la vie, en fait, hein, de tes projets de vie. Le sport est le fil conducteur. Donc, tout à fait. Prof de PS. Et tu finis aujourd'hui. Ça fait combien de temps que tu es chez Salomon aujourd'hui ? 27 ans. Ouais, donc voilà, ça aussi, ça va être important d'avoir ton regard sur toutes ces évolutions. Et on fait beaucoup le parallèle aussi dans le monde du trail et du vélo. Alors il y a un décalage entre les deux disciplines, mais il y a des points qui sont communs. Et alors je sais qu'aussi en étant prof de sport, il y a aussi eu des titres de champion de France de journalisme, je crois. Donc ça, c'était quand tu étais chez Vélo Vert. Alors oui, ça c'était quand j'étais chez Vélo Vert. Quand je faisais mes études, j'ai été aussi champion de France universitaire sur piste. Donc tu as toujours fait du vélo depuis petit également. J'ai commencé à l'âge de 8 ans avec donc, du cyclotourisme. Voilà, cyclotourisme, les sacoches. Ouais. Les parents probablement, non, qui t'ont... Mon grand-père, oui, qui était un fanat de vélo et qui était lui aussi un cyclotouriste, qui faisait des trajets plutôt de ce que l'on fait à nouveau aujourd'hui, c'est-à-dire voilà, des villes à ville, révolutionné, très clairement. Toulouse-Tarbes, Toulouse-Bayonne, des choses de ce type-là, quoi. Génial. Et donc, alors que je comprenne, prof de sport, parce que ta passion c'était le sport et tu t'es dit je vais construire ma carrière autour.
Et derrière, le journalisme, alors comment s'est fait la transition entre Jean-Yves, prof de sport, et puis cette opportunité de rencontrer des athlètes, de parler des marques. Comment s'est fait cette transition avec le journalisme et Vélo Vert? Une rencontre, des hasards? Alors, on peut dire ça, mais en même temps, c'est un petit peu plus en amont que ça s'est fait, parce que parallèlement à mes études de professeur d'éducation physique, j'avais fait 3 ans de sciences politiques auparavant. Donc j'ai un diplôme de sciences politiques et j'ai toujours aimé l'écriture, les mots, les cultures, ces choses-là. Et je dirais que la graine, elle était déjà posée à ce moment-là, quoi. Le sport et puis ce que j'avais fait dans un cadre d'études avant d'être professeur d'éducation physique. Et ensuite, j'ai eu l'opportunité donc d'être, on va dire, semi-professionnel en VTT, à la fin des années 80. Et là, une rencontre d'un pigiste qui travaillait chez Vélo Vert, et je suis allé au culot, j'ai dit, est-ce que vous avez besoin de quelqu'un pour écrire et contribuer au magazine? Et c'est comme ça que j'ai rencontré Didier Coste, qui était le fondateur de Vélo Vert. Et puis, j'ai arrêté ma carrière à ce moment-là, et je me suis dédié à 100% sur une autre carrière qui m'a amené donc... dans le cadre du journalisme, à faire des choses comme du consulting sur Eurosport, sur les Coupes du Monde VTT, et puis surtout écrire dans le domaine du vélo. Génial, c'est vraiment là, il y a vraiment un carrefour de vie qui s'est fait avec cette rencontre et le fait d'oser poser la question, est-ce que vous avez besoin? Donc ce qui veut dire, et là aussi c'est un sujet sur lequel je voulais arriver, c'est que tu as été témoin et tu as participé à l'arrivée du VTT en Europe. Oui, parce que je dirais que la véritable émergence ou la véritable visibilité du VTT en Europe, ça a été lors des championnats du monde qui étaient organisés à Villard-de-Lans par Serge Barnel, d'ailleurs, que tu dois connaître. Ouais, j'ai jamais eu l'occasion de le rencontrer. Mais... Et ça, c'était, si je me souviens bien, en 86 ou 87. Donc voilà, c'était le tout début, avec quelques coureurs américains qui commençaient à venir, des Mike Closer, des Ned O'Vrand, enfin tous ceux qui ont fait les débuts du VTT et qui étaient les idoles de l'époque. Et comment tu l'as vu se structurer? Parce que moi, je fais beaucoup de parallèles entre ce qu'on vit aujourd'hui dans le gravel et j'étais pas passionné à ce point-là par le vélo dans les années 80, enfin les années 70-80 quand le VTT est arrivé. Alors, ma question, c'est pas je fais le parallèle, c'est est-ce qu'il y a des parallèles, toi qui as vécu les deux, est-ce qu'il y a des parallèles entre l'arrivée du gravel et la montée en puissance du gravel et la manière dont ça se structure et l'arrivée du VTT également dans les années 80? Ou est-ce que c'est deux mondes opposés ou est-ce que tu vois des similitudes? Alors, il y a des similitudes. Il y a des similitudes qui sont intéressantes parce qu'elles tiennent plus de l'ordre de la sociologie. Le VTT, c'était une contre-culture. Oui, ok, je vois. Les gens qui ont été à l'origine du VTT étaient des routiers. Les Gary Fisher, les Tom Ritchie, c'était tous des routiers, ces gens-là. Et donc, ils ont développé cette contre-culture dans Marin County, en Californie, qui était basée d'abord sur le fun et la descente. Hein. C'était... La Ripac Race sur le mont Tamalpais, c'était d'abord faire des chronos et des temps en descente et puis s'éclater entre potes. Donc il y a cette notion de contre-culture et cette notion de communauté. Et ces deux choses-là, on les retrouve dans le gravel. Oui, c'est vrai. Le gravel est une contre-culture et le gravel est très communautaire comme approche. Complètement. Et l'autre point commun, alors qu'il n'y a rien à voir avec tout ça, je dirais que les deux ont fortement contribué à l'évolution technique du vélo en général. Le VTT avec... Quand tu vois en photo les premiers VTT, effectivement, il y a une évolution qui est juste incroyable. Sur les VTT. Mais ça a eu des effets collatéraux sur l'évolution du vélo de route. Du vélo de route, ouais. Comme le gravel aujourd'hui a des effets collatéraux sur l'évolution du vélo de route. Ouais, clairement. Donc ça, ce sont les points communs. Et encore au-dessus de tout ça, je dirais qu'il y a une ombrelle quand même qui peut se traduire par un mot, c'est freedom, c'est la liberté. Complètement, ouais, le fait d'accéder à tous les chemins. Voilà, l'aventure, la liberté, le sans limite, en tout cas sans limite géographique, topographique. Clairement. Voilà. Clairement. Et puis dans la manière, donc ça c'est important que tu précises ça effectivement, mais aussi dans
dans la manière dont ça se structure. Puisque quand le VTT est arrivé en Europe, alors moi, de ce que j'ai pu regarder, des renseignements que j'ai pu prendre, on ne savait pas trop dans quelle catégorie le mettre et surtout qu'est-ce qu'on allait en faire. Parce qu'effectivement, tu l'as dit maintenant, il y a de la descente, mais il y a aussi d'autres disciplines du VTT. Il y a plusieurs disciplines du VTT. Aujourd'hui, est-ce que tu penses que le gravel va prendre cette voie-là ou est-ce que c'est parce que l'UCI s'en est saisi, on a fait des championnats du monde, des championnats d'Europe maintenant, peut-être que demain, très probablement, on aura des championnats au niveau national, voire même régional. Comment tu penses que ça va se structurer? Est-ce que ça va prendre la même voie parce que les autorités qui ont la délégation au niveau du ministère s'en sont saisies ou pas du tout? C'est... Alors, après, c'est quelque chose qui est de l'ordre de l'opinion. Hein. On peut s'appuyer sur des expériences passées, mais en général, sur ces sujets-là, j'essaie de rester un peu ouvert et de faire de l'exploration de scénarios. Mais je pense qu'on arrivera à la même chose, c'est-à-dire une structuration du sport. Les championnats arriveront, c'est clair. Oui, ça c'est sûr. C'est évident. La question qu'il faut se poser, c'est est-ce que cette structuration au travers des championnats et aussi peut-être de l'intérêt que portent les médias à la pratique va dénaturer la pratique. Oui, je vois ce que tu veux dire. C'est comme on peut dire que ça l'a fait pour le VTT. Le VTT, les plus belles épreuves étaient des épreuves point-to-point, de ville à ville, ou des transvésubiennes, des choses comme ça, qui partaient de la montagne, qui arrivaient à la mer, de l'itinérance extrême. Mais c'était ça. Ou alors une boucle qui partait d'un endroit et qui arrivait au même endroit, mais c'était une seule boucle. C'est devenu aujourd'hui, quand on voit les circuits de Coupe du Monde, des tours de 12 ou 15 minutes. Ouais, ça ressemble presque plus à du cyclocross, terrain mis à part. Ouais, mais, à part la section des pneus, effectivement, et encore, c'est du cyclocross. Ouais. Que au mountain bike des débuts. Ouais. Parce que les routiers, pour faire tout à l'heure, les routiers, tu disais que c'était des routiers qui sont venus au VTT. Là, sur le gravel, tu regardes les championnats, c'est des professionnels qui prennent peut-être un vélo de gravel 1 ou 2 fois dans l'année et qui tapent un titre de champion d'Europe ou de champion du monde, tu vois. Ouais, alors après, Mohoric, c'est quand même un extraterrestre. Oui, ça c'est clair. Mais tu vois, c'est lui qui est champion d'Europe dans la vallée de Soigne. Champion du monde, pardon, dans la vallée de Soigne à côté de Bruxelles. Et c'est vrai que est-ce que ce lien-là dénature pas déjà à la base le sport, ou est-ce que le gravel se professionnalise vraiment complètement avec des équipes, avec des coureurs pros? Alors je pense que ça va se structurer. Ça se structure déjà. On retrouve au sein de collectifs professionnels des individualités qui vont sur le gravel. Les teams, il n'y en a pas tant que ça pour le moment. Ça commence, mais... Ça commence, mais il n'y en a pas tant que ça, ou en tout cas, ce n'est pas aussi structuré, parce que ça reste quand même une pratique individuelle où l'équipe, en tout cas avec les parcours qui sont les parcours d'aujourd'hui... n'a pas le même impact que sur la route. Exactement. Ouais, je vois. Exactement. Donc, il y a autre chose aussi qui va peut-être aussi permettre au sport de garder son identité, c'est que ce sport-là, il est alimenté par des pratiquants qui viennent d'horizons très divers. Des routiers, je vais dire quelque part un petit peu la majorité quand même, des gens qui sortent de la route et qui viennent sur le gravel. Voilà, tout à fait. Mais aussi des gens qui ne viennent pas du vélo, des trail runners qui viennent sur le gravel de plus en plus, des VTTistes, quelques-uns, pas tant que ça, mais quelques-uns, des triathlètes également qui commencent à arriver sur le sport. Donc il y a une alimentation d'état d'esprit, de pratique. Et même des primos, je ne sais pas si on peut dire des primo-cyclistes. Et des primo-accédants. Mais aujourd'hui, tu regardes 80% des vélos qui sont vendus, en tout cas c'était un chiffre que donnait Alltrix il y a peut-être un an ou même sur 2023, mais je crois que c'est sur 2022, 80% des vélos vendus étaient des vélos de gravel. Le chiffre, il est énorme, quoi. Il est énorme, oui. Il est énorme. Et il y a des zones, il y a des pays où c'est encore plus un raz-de-marée que ça l'est en Europe, quoi. Ouais. Tu vas aux US aujourd'hui, le cyclisme sur route aux US, c'est terminé. Il n'y a plus que des cri-cri, des critériums qui sont retransmis à la télé parce que c'est spectaculaire, parce que ça chute, parce que ça attaque. Ça va vite. Ça va vite, c'est des gros balaises. Voilà. Mais tout le reste, c'est du gravel, quoi.
Ouais, c'est clair. C'est du gravel. Ouais. Et même le VTT souffre du gravel aux US. Et alors, on va revenir sur ça, sur le gravel, les US. Juste, je reste sur la partie vélo vert, donc pendant 8 ans. Donc, ça veut dire que tu vas sur les plus grosses compétitions, tu couvres les événements, tu parles de matériel. Et comment tu as vécu ces 8 années? Enfin, je pense imaginer de manière formidablement bien, mais et qu'est-ce qui a fait qu'après, est-ce que la boîte suivante a été directement Salomon sur, pareil, une rencontre, une opportunité? Comment s'est fait la sortie du journalisme quelque part? Je ne sais pas si on peut dire comme ça, même si je sais que tu écris toujours beaucoup et que tu t'y intéresses, mais comment s'est fait le passage des 8 ans de vélo vert à une autre aventure professionnelle? Alors, le journalisme, hein, le plus dur, c'est d'en sortir. Le plus dur, c'est d'en sortir parce que quand tu es journaliste, les gens, ils te regardent. Ah, le journaliste, machin, on a envie de faire ton job, tu es bien accueilli partout, tu peux rouler sur les plus beaux vélos du monde. Donc, le journalisme, le plus dur, c'est de sortir de ça, tu vois, et de retomber dans un cadre de vie un petit peu plus normal. Non, ça s'est fait naturellement, ça s'est fait parce que, ça s'est fait par déjà une rencontre. Hein. J'ai rencontré mon épouse qui était attachée de presse, donc voilà, on s'est un peu plus attachés, je dirais. Et elle vivait dans les Alpes, et voilà, elle m'a suivi à Paris pendant 2 ans, et puis au bout d'un moment, on s'est rendu compte que c'est pas la vie qu'on voulait. Et donc, j'ai cherché à travailler dans les Alpes, et voilà, donc j'ai cherché sur Lyon, Annecy, Grenoble. Et j'ai eu cette opportunité donc de travailler pour Salomon. Alors dans l'univers du sport, parce que j'étais un spécialiste du sport. Et il se trouvait que dans notre groupe d'édition Vélo Vert, on avait sorti un magazine de roller en ligne, qui était la grande mode de cette époque-là, hein, de la fin des années, du milieu des années 90. Et donc, comme Salomon se lançait dans le roller en ligne, ils cherchaient quelqu'un pour structurer toute leur stratégie sportive internationale. Donc, avec une équipe de vitesse, avec une équipe de street skating. Donc, je suis rentré dans cette position-là. Et puis, rapidement, j'ai pris la responsabilité de coordination de tout le sports marketing chez Salomon jusqu'aux Jeux Olympiques de Salt Lake City en 2002. Et après, je suis rentré dans un univers un peu plus corporate de marketing, communication, marketing stratégique, etc. J'ai eu l'occasion de partir 5 ans aux États-Unis comme directeur marketing de la filiale nord-américaine. Ça, je voulais qu'on en parle parce qu'il y a aussi donc il y a cette parenthèse aux États-Unis, savoir comment tu as vécu d'arriver sur un territoire dont on l'a dit propice à l'outdoor, très clairement. Il y a aussi, je sais, une expérience Suunto également, où tu as accompagné Suunto dans son développement. Donc, parle-nous de ces années-là, en fait. Comment tu les as vécues? Qu'est-ce que ça t'a fait découvrir, hormis un continent, une culture? Comment est-ce que tu as vécu, de par une passion pour le sport, de pouvoir comme ça t'expatrier, découvrir et rencontrer des gens à l'autre bout du monde? Tu as beaucoup voyagé aussi, hein, Arnaud. Un peu. Tu sais que... Quand on rentre dans une culture comme ça et qu'on se retrouve dans l'Utah, là où se trouve notre filiale, seul français, etc., il faut y plonger, quoi. Ouais, et il faut le plonger, il faut l'embrasser, cette culture, et c'est magique, parce qu'on découvre des gens, on découvre des façons de penser différentes, on ne fait que découvrir. Moi, ça a été 5 ans de découverte, et si on avait pu rester là-bas un peu plus, on y serait resté. Ouais, ça allait être ma question, c'est que tu es parti aux US alors que tu avais déjà fait un passage à Annecy. Oui. Voilà, donc il y a eu effectivement la région parisienne, vous êtes venu vous installer sur Annecy. 10 ans sur Annecy, et puis ensuite je suis parti là-bas. Et je sais qu'on en avait discuté une fois, il y a eu aussi ce passage chez Suunto où tu faisais les allers-retours avec la Suède, c'est ça, non? Alors déjà avec les US, je faisais les allers-retours parce que j'avais gardé 2 casquettes. J'avais gardé la casquette de brand manager pour la partie outdoor trail running de Salomon en global, en international, et la direction marketing du Canada, États-Unis et Mexique. Okay. Et donc je rentrais une semaine par mois, et je suis rentré une semaine par mois pendant 5 ans depuis le fin fond de l'Utah, qui est plutôt la côte ouest des US. Et ensuite, je pensais que la famille était là-bas. Ah oui, voilà. On était donc tous là-bas. Tu rentrais pour des raisons professionnelles, mais la famille était avec toi. Voilà. Okay. Alors qu'en Finlande, donc c'était complètement différent, parce que là, comme on venait de rentrer des US, je voulais stabiliser un petit peu mon jeune fils,
qui lui était rentré en seconde, tu vois, donc un peu compliqué quand même. Il parlait mieux anglais que français à cette époque-là. Donc il disait le bleu ciel au lieu de dire le ciel bleu, tu vois. Donc il traduisait de l'anglais vers le français. Ouais. Et le bac de français arrivant l'année suivante, on s'est dit non, faut stabiliser. On va stabiliser, tu vas te poser, tu vas reprendre tes marques ici. Et donc c'est moi qui faisais des allers-retours. Donc je partais le lundi matin, je rentrais le vendredi soir à Helsinki. Et comment tu passes des US à la Finlande? C'est quand même deux mentalités, tu vois, qui peuvent paraître c'est opposées. C'est le jour et la nuit, quoi. C'est clair. C'est le jour et la nuit. Tu es dans un pays où il y a beaucoup de liberté, de prise de risque, etc. Tu vas dans un autre pays où là, c'est... plus introverti. C'est germanique plus, quoi, tu vois. Donc, c'est super carré, il faut que tu justifies tout. C'est pas très drôle, à l'approche comme ça. Ils sont peut-être très gentils, mais c'est vrai que moi, j'ai eu l'occasion d'y passer, de les côtoyer. Bon, t'as pas envie de leur faire une blague, en fait, quoi, tu vois. Alors, c'est très renfermé, quoi. En tout cas, ils ne parlent pas beaucoup, ils parlent très peu. C'est top ce que tu dis, parce que ma première réunion, donc, on était le comité de direction là, chez Suunto, parce que j'étais directeur de la marque et du marketing là-bas. Seul Français dans le comité de direction avec 10 Finlandais. Dans les 10 Finlandais, il y en avait 8 qui venaient de chez Nokia. Donc, tu vois un peu le genre de truc. Et là, il y a le directeur des opérations qui, suite à une présentation que je venais de faire sur le sujet de l'émotionnel, et ce vers quoi il fallait diriger la marque, vers l'émotionnel. Quand on a fait une pause, il me dit « Viens ». Puis il me montre un truc sur son écran d'ordinateur avec 6 visages. Il me dit « Je vais t'expliquer ce que c'est que l'émotion pour un Finlandais ». Et là, il me montre les 6 visages, et la seule chose qui changeait, c'était l'inflexion d'un sourcil. Donc il y en avait un comme ça, un autre comme ça, un autre comme ça, tu vois. Sinon le visage ne bougeait pas. Le visage ne bougeait pas. Et effectivement, c'est ce qu'il fallait décoder, quoi. Et ça, quand tu es latin et passionné comme moi, c'est un peu compliqué. C'est clair. C'est clair. Ouais, j'imagine bien la capacité d'adaptabilité qu'il faut pour comme ça jongler entre les US, où là c'est plutôt quand même beaucoup plus extraverti, et la Finlande. Mais je retiens cette anecdote pour le futur. Et le mot que tu as dit, c'est le mot clé. C'est ce que ça m'a appris, c'est l'adaptabilité. Entre ces différentes entre ces différentes cultures. Oui, c'est le jour et la nuit, puis tu reviens en France, c'est autre chose. Tu es en France dans une boîte internationale, c'est encore autre chose, parce que je travaille au quotidien avec des gens de cultures différentes, et tu comprends mieux la difficulté que tu peux avoir quand tu es expatrié des États-Unis vers la France, que tu es plongé ici à Annecy, que tu es tout seul, que tu n'as pas de gens de ta culture. Ouais, c'est intéressant. Tu vois, tu comprends mieux ce genre de choses, et c'est pas simple. Ouais, c'est intéressant. Ce qui veut dire que maintenant, avec l'expérience, en fonction des calls que tu peux avoir, tu sais, en fonction des nationalités, probablement un peu plus, en tout cas, comment appréhender, comment te comporter, ou quel message, sur quelle intonation le faire passer. Et c'est vrai qu'on a parlé vélo au début, et est-ce qu'à un moment donné, dans ta vie sportive, Jean-Yves, tu t'es mis à courir ou à faire du trail, parce qu'on parle de la marque Salomon. Est-ce que tu as fait d'autres sports que du vélo ? Alors oui, j'ai fait pas mal de trails quand j'étais aux US, parce qu'on habitait très près des trails. Puis ça court beaucoup là-bas, c'est vrai que... Oui, alors, et puis la route, c'est pas terrible, donc je faisais du trail et du VTT là-bas. J'aurais eu un gravel, le gravel aurait existé à cette époque-là. Ça n'existait pas. J'aurais adoré, parce qu'on avait un terrain idéal pour ça, quoi. Des pistes partout, enfin c'était top. Donc je fais pas mal de ski de fond aussi, ski nordique, du ski alpin, j'en ai beaucoup fait. J'en fais un peu moins aujourd'hui. De la rando, raquettes, tout ça, parce que c'est bien aussi d'être dans la nature sans forcer, sans se mettre trop de pression physique et physiologique. Et puis voilà, et puis les choses évoluent avec l'âge aussi. Hein, tu sais. Alors, j'ai 64 ans, mon cher. Moi, je t'ai connu, c'est vrai, via la longue distance, via le cyclisme longue distance. Alors effectivement, tu l'as dit, toi, tu as commencé par ça. Enfant, avec les vélos, avec les sacoches et randonnée. Aujourd'hui, on appelle ça du cyclisme ultra-distance, mais c'est ce qu'étaient les randonneurs avant, en fait. Hein. On n'a rien inventé, c'est juste le mot qui a changé. Et alors, je ne vais pas te dire comment tu as découvert la discipline, parce que tu as commencé par ça, mais comment tu vois, toi, évoluer, je sais que tu pratiques, comment tu vois évoluer le cyclisme longue distance, qui ne fait que
grandir. Si on regarde les listes d'inscrits, que ce soit sur No Race Cross, mais aussi chez Axel et chez d'autres, les inscriptions ne font que grandir. Comment toi tu vois cette évolution du bikepacking ou du vélo longue distance en France ou en Europe? Est-ce que c'est un phénomène que tu as déjà pu observer de par tes expériences passées ou comment tu pourrais l'expliquer? L'univers auquel je pourrais comparer l'ultra-distance ou la longue distance en vélo, c'est celui du trail running. On voit l'ampleur qu'a pu prendre certains ultras en Europe. Aux US, c'est un petit peu différent parce que les inscriptions sont limitées pour des raisons d'accès au parc et pour ne pas détériorer le terrain. Mais quand on voit le nombre d'inscrits qu'il y a sur un UTMB et puis sur d'autres ultra-trails, on se dit qu'effectivement, c'est un véritable phénomène qui correspond à une tendance du moment, qui a été encore plus renforcée par ce qu'on a vécu pendant plus de 2 ans avec le Covid. C'est une conjonction de choses, en fait, qui font que cette pratique-là, aujourd'hui, attire les gens pour des raisons de challenge personnel, de valeur, de liberté. Et tu penses qu'il y a, alors je vais dire en nombre d'années, tu penses que l'écart est de combien entre la pratique du trail, qui, moi je pratique pas, hein, mais j'observe, je regarde, qui me paraît quand même très évolué, mais quand tu discutes avec les gens qui sont dans le monde du trail, ils te disent non, mais en fait on est qu'au tout début de l'histoire du trail. Donc moi ça me surprend parce que j'estime déjà que le trail est déjà hyper développé. Mais ceux qui sont dedans me disent que non, c'est pas très structuré, il y a plusieurs classements mondiaux, sur différents critères, enfin pas vraiment de division, comme peut avoir le cyclisme avec les divisions 1, division 2 chez les amateurs notamment. Et la longue distance en tout cas, moi j'estime qu'il y a au moins 15 ans d'écart entre ce que vit aujourd'hui le trail et ce que nous on vit aujourd'hui dans l'ultra-distance. Alors, alors sur le premier point que tu évoquais, c'est-à-dire la maturité du sport, est-ce que le sport est arrivé à maturité ou pas, suffisamment structuré ou pas? Moi, je ne suis pas persuadé qu'on va être sur la même courbe verticale et ascendante que celle de ces 10 dernières années sur le trail. Je pense qu'on arrive aujourd'hui à un besoin de se renouveler, une sorte de fin de cycle, hein, ce qui ne veut pas dire que la pratique va diminuer et va... Non, mais une organisation, une structuration peut-être s'appauvrir. différente. Ouais. Mais je ressens des signaux faibles qui me laissent penser qu'on va passer à autre chose dans ce cadre-là. Les 10 ans de retard, peut-être, mais ils ne vont pas se combler en 10 ans. Ouais. C'est-à-dire que quand tu as des expériences passées, tu vois, tout s'accélère aujourd'hui. C'est-à-dire que les 10 ans de retard, ils vont peut-être se rattraper en 3 ans. Je vois ce que tu veux dire. Je parlais des 10 ans, effectivement, mais tu m'as compris. Mais oui, je comprends bien ce que tu veux dire. Au niveau comment dire, de l'organisation, du nombre d'épreuves... mais on s'est compris sur ça, je pense. Oui, mais ça se comblera peut-être effectivement pas en 10 ans. Ouais. Ça a démarré 10 ans après, mais ça va se combler beaucoup plus vite qu'en 10 ans. La chose qu'il va falloir régler aussi, c'est... Alors, je ne sais pas si c'est le bon terme, mais il va falloir assainir aussi tout le paysage événementiel qu'il y a autour de l'ultra. Puisqu'il y a des choses très professionnelles, comme celle que tu fais, et d'autres. Oui, bien sûr, complètement. Et puis, il y a des choses qui sont un peu olé-olé. Et dans ce cadre-là, moi, j'agite un petit drapeau, un petit warning, hein, si tu veux, parce qu'il y a des notions quand même de sécurité. Mais là, on est en plein dedans, Jean-Yves. Si tu savais, avec mon équipe, on a eu un rendez-vous avec le président de la Fédération française de cyclisme il y a 15 jours de cela. Et on l'a alerté, en fait. On a alerté en disant il faut sonner la fin de la récréation, en fait, parce que ça va être compliqué. Et effectivement, donc, en fait, pour lire entre les lignes de ce que tu dis, ce qu'il faut savoir, là, j'explique pour les gens qui nous écoutent, il y a une notion de sécurité, effectivement, qui est très importante, mais aussi une notion de déclaration. Pour si jamais tu as un accident, savoir que les préfets sachent que ta course passait par là, que ton épreuve passait par là. Parce qu'il y a aussi beaucoup de choses autour du mot course. Attention comment on l'utilise, quand est-ce qu'on l'utilise. Mais effectivement, il y a beaucoup de personnes qui sont encore passionnées et qui ne sont pas encore organisateurs. Tu vois la différence ? Je suis passionné, j'organise une épreuve, et puis il se trouve que, tiens, ça marche. J'ai plus de 100, 150 personnes. Ah mais oui, mais tu as déclaré en préfecture ton passage s'il y avait un accident pour que les pompiers soient informés. Ah non, ok, là, si tu sais que s'il y a un problème,
Tu peux finir derrière les barreaux, puis ça peut te coûter des millions d'euros si le coureur ne décède pas, est handicapé, voilà. Donc ça, c'est très très important, tu fais vraiment bien de le signaler. On est à un stade où, là, il faut qu'on... Je sais même pas si on peut dire s'organiser. Moi, je sais qu'Axel Carayon fait aussi bien les choses, on est en contact, mais on n'est pas très nombreux à faire correctement bien les choses C'est clair. en France, mais c'est un peu aussi comme ça dans d'autres pays en Europe. Et pour la petite anecdote, on a des grandes courses européennes d'ultra-distance qui réunissent plus de 350, 400 personnes. Donc dans le monde, c'est une grande course, 350 personnes, qui ne déclarent rien quand ils passent en France. Rien de chez rien. Donc une course qui part en Italie, qui finit très très haut dans le nord de l'Europe, une autre qui passe un peu plus en diagonale ou à l'horizontale en Europe. Et ça nous pose problème parce que nous, aujourd'hui, moi, mon organisation, c'est une personne à temps plein pendant 4 mois. Pour Race Cross France. Une personne à temps plein pendant 4 mois pour déclarer dans 21 départements et répondre à, tu multiplies par 50 le nombre de villes. Ce que ces organisations-là n'ont pas. Et avec une expérience de 5 ans. Et avec une expérience de plus Donc, de 5 ans, des choses qui des habitudes. Des choses qui deviennent automatiques et plus faciles à faire. Et donc là, là, il y a une notion de sécurité, effectivement, pour les coureurs. Moi, je pense aussi aux familles, puisque malheureusement, je suis, des organisateurs que je connais, le seul à avoir dû ramener les drop bags à la famille d'un de mes coureurs décédés. Et d'avoir les enfants face à moi, ça, je veux dire, moi, on peut pas me parler de sécurité ou c'est pas très grave. Non. J'ai basculé du côté organisateur depuis déjà quelques années et je te rejoins totalement. Il faut que ça se structure pour que ça continue à se développer sereinement, avec des normes. Et pour ça, la fédération aujourd'hui qui est délégataire auprès du ministère, c'est la Fédération française de cyclisme. Alors nous, on travaille avec eux depuis 3 ans. D'autres organisateurs ont fait le choix de ne pas travailler sous fédération, mais je te rejoins parfaitement. Et je voudrais rajouter quelque chose aussi, Arnaud, et c'est pas pour te lancer des fleurs, mais quand on parlait ensemble il y a 5 ans, quand tu démarrais en fait. Exactement. Et que tu me disais, moi j'envisage des épreuves d'accès. Oui, tout à fait. J'avais déjà eu cette vision, effectivement. Ouais, tu avais cette vision, et moi je disais, mais c'est... à un moment, il faut que tu choisisses ton truc, et puis fais gaffe de ne pas te disperser, quoi, parce que tu commences et tu as besoin d'asseoir ton événement. Mais en fait, c'est toi qui avais raison, parce qu'aujourd'hui, je considère aussi qu'il y a dans cette notion d'explosion de l'ultra-distance, il y a une responsabilité de la part des pratiquants aussi. Et ce qui me fait le plus bondir aujourd'hui, c'est d'entendre des gens qui disent « mais tout le monde peut le faire » ou « c'est dans la tête » ou « si je le fais, tu peux le faire ». Ça me fait bondir, parce que c'est pousser les gens à aller dans le mur. Ouais. Nous, sur le 1000 km et le 2005 km, on demande des garanties ou des expériences passées. Mais oui, parce que je veux bien qu'à un moment, entre abandonner et pas abandonner, c'est dans la tête que ça se passe, bien sûr. Mais quand tu te retrouves en galère à 3h du matin dans la dessole du col du Glandon, où tu as ton tubeless qui a pété, ça t'est jamais arrivé, donc tu sais pas comment faire, ne serait-ce que ça. Ouais. Il faut s'y préparer. C'est pas en 6 mois qu'on s'y prépare. C'est de l'expérience. C'est quelque chose que l'on construit sur du long terme. Et malheureusement, aujourd'hui, on est dans une société où on veut aller tout de suite vers notre projet rêve, vers notre objectif, et on saute des étapes. Et ça, je trouve qu'on a tous, spécialistes du vélo, une responsabilité à dire ce genre de choses, quoi. Ouais, je te rejoins parfaitement. Tu pourras le faire, mais il faut que tu sois patient, que tu accordes du temps et que tu respectes la progression que tu dois avoir pour accéder à ça. Ouais, je te rejoins, c'est aussi pour ça qu'au début... En fait, le concept, c'est de me dire, j'ai rien inventé, moi, j'ai juste importé, mais où j'ai grandement modifié une épreuve auquel j'ai participé aux États-Unis, en y mettant des bases de vie tous les 300-400 km, on va dire, que j'ai tout simplement pris sur le concept de l'UTMB. C'est pareil, là aussi, j'ai rien inventé. J'ai juste pris ce qui marchait dans le trail à l'UTMB sur le cyclisme longue distance. Et puis, j'ai fait des départs en mode chrono et non pas en mass start. Et puis, je me suis dit effectivement, mais si je fais un 2005,
Comme ça, quand on n'a jamais fait 2005, ça peut faire peur, tu vois. Donc effectivement, j'ai fait ce 1000, ce 500, ce 300, et maintenant on demande des garanties. Et on va même faire, et on ne l'a encore pas annoncé au moment où on échange, on va même faire un 200 cette année, puisqu'on est 1200 personnes sur la Race Cross France cette année. Et donc on va faire un 200 autour de Mandelieu. Mais oui, je te rejoins, il faut que ça puisse être structuré. Le gros avantage que l'on a, c'est qu'on a Race Cross France effectivement depuis 7 ans, mais on a aussi la Suisse, la Belgique, bientôt le Canada, puisqu'on va annoncer Montréal, Paris, et ça nous permet de savoir comment ça fonctionne aussi dans les autres pays. Par exemple en Belgique, où la fédération, il y a plusieurs fédérations en Belgique avec les Wallons et les Flandriens, la Suisse, on discute avec l'Espagne, on discute donc avec Montréal, le Canada et la région de Québec, et en fait l'ultra-distance, ils connaissent les fédérations, elles savent presque pas ce que c'est, tu vois. Oui, c'est pas codifié, c'est pas structuré, c'est qu'on clair. Parle de route, c'est le Tour en fait, tu vois, c'est le Tour de France. C'est là aussi tu vois l'impact de la discipline, mais c'est pas du tout codifié. C'est pas du tout codifié. Alors en France, c'est vrai que la fédération a reconnu la discipline il y a 1 an et demi, et donc à la délégation du ministère pour gérer cette discipline. Mais dans les autres pays, peut-être l'Italie est quand même très avancée, mais par contre on est encore très très loin. Il y a un travail énorme à faire pour structurer, et surtout, et là je reviens à ce que tu disais au départ, le but, c'est que la discipline puisse, parce qu'elle va grandir, mais si elle ne se structure pas, ça va redescendre aussi vite que c'est monté, parce que justement, les participants, ils ne vont pas comprendre, voire même les épreuves ne seront pas autorisées, si les préfets sont informés de choses et d'autres. Donc ça, c'est très intéressant, et peut-être effectivement, si ça se structure, ces 10 ans de retard dont je parlais, ces 15 ans, peut-être qu'ils seront comblés, un peu comme le digital, de manière beaucoup plus rapide. Et la particularité, puisqu'on parlait de vélo et de matériel, c'est que toi, tu roules sur des vélos en bois maintenant. Alors, pas que. Pas que, bien évidemment, mais je sais. Mais j'adore mes vélos en bois. Voilà, et les personnes qui te suivent sur Facebook, je sais que tu partages énormément sur tes sensations, sur ton avis sur tel ou tel matériel. Et donc, tu roules sur des vélos en bois. Et de ce que tu m'avais dit quand je t'avais questionné sur ça, tu prends un pied incroyable. Ah oui. Alors déjà, comment t'es venue l'idée ? Alors, l'idée... La beauté de l'objet, probablement. J'ai été, en fait... et je ne sais pas si tu l'as eu dans ton podcast, mais c'est un garçon de Saint-Étienne qui s'appelle Lionel Jourdan. C'est la personne qui a le record de l'Ultraman, donc du parcours entre Londres et Paris. C'est un gars qui est extraordinaire. Il fait des trucs dans le domaine de l'ultra, alors multidiscipline. Hein. Ouais, il m'a parlé effectivement du vélo. C'est bon, maintenant que je vois l'image. En fait, c'est comme je le suis sur Facebook et qu'on a un petit peu échangé, je suis tombé sur son vélo, que j'ai trouvé magnifique, au niveau des lignes, etc. Donc comme j'aime bien aller de l'avant et j'ai demandé les coordonnées du fabricant et puis je suis allé rencontrer Eddy Janté qui est l'ébéniste d'art qui fabrique ses vélos et par ailleurs un très très bon cycliste également. Et voilà, ça a tout de suite connecté, il m'a fait essayer des vélos et j'ai ressenti des choses sur son vélo qui étaient de l'ordre du différent, du quantique, tu sais, quand tu sens que tu as une énergie, une énergie sous toi là qui vibre sur la même fréquence que la tienne en tant qu'humain, et qui est pas quelque chose d'inerte comme peuvent l'être d'autres vélos. Bon, alors quand je dis inerte, c'est pas tout à fait vrai, mais j'ai trouvé ça super et je me suis dit il m'en faut un. Et puis maintenant j'en ai 2 en fait. J'ai un route et un gravel Ce que tu veux dire, c'est que après toute l'expérience que tu avais, tu as probablement roulé sur de l'acier, du titane, du carbone. J'ai tout eu, oui. Voilà, et le bois, ça a été tellement différent que tu t'es dit, finalement, c'est ça en fait sur lequel je veux rouler. Ouais. Je me suis dit ça. Puis, il y a un truc que j'ai dit, les gens pensent que c'est une plaisanterie, mais non, c'est pas une plaisanterie. Je me suis dit que ma vie, elle s'est construite autour du vélo. Et quand je partirai, ce cadre-là, il partira avec moi, en fumée, en cendre. Tout sera mélangé. Et quand je dis ça, Arnaud, je déconne pas. J'ai envie que ça soit le plus tard possible. Bien évidemment. Bien évidemment. Mais
Ça sera Une connexion, il y a un vrai truc. Le symbole de ma vie, quoi. Voilà. Ouais, mais je peux comprendre. Et donc, effectivement, les sensations ont tellement été bonnes que tu t'es dit, finalement, route et gravel. Et est-ce que tu t'es séparé de tous tes autres vélos ou est-ce que tu les gardes quand même parce non, j'ai gardé un Titane. Voilà. J'ai gardé un Titane. Et puis là, j'ai pas beaucoup de rêves que j'ai pas assouvis dans ma vie. J'en ai assouvi beaucoup. Il y en a un que je n'ai jamais assouvi, que j'ai depuis l'âge de 11 ans, quand j'ai commencé 12 ans, quand j'ai commencé la compétition sur route. C'est d'avoir un Colnago. Ah oui, on a tous été, moi je peux comprendre, c'est vrai que les Colnago, je regarde encore pour des vélos, donc, et j'ai eu effectivement, je devais avoir 20, 22 ans peut-être, et c'est vrai que je me souviens autour de moi, j'avais des amis déjà qui me disaient, moi je me suis acheté un Colnago, c'est le vélo de ma vie en fait, c'est le dernier vélo que j'achèterais, donc je peux comprendre, et Colnago c'est vrai qu'il revient en force après des années un peu compliquées. Ouais, ils font des super vélos, très clairement. Ouais. Donc voilà, c'est mon prochain vélo sera un Colnago. Les autres seront toujours avec moi. Hein. Et puis j'ai aussi un e-gravel qui est le vélo Scott. électrique. Ouais. Voilà, et je me régale avec. Alors le vélo électrique, ça aussi, je voulais qu'on en parle parce qu'on avait été en contact il y a quelques années sur l'arrivée du début du vélo électrique en France, en Europe. Et moi, ma sensation, c'est que le gravel est venu couper l'herbe sous le pied à l'augmentation, ou en tout cas la prise de marché du vélo électrique. Je parle de la route, pas du vélo électrique de déplacement urbain, non. Je parle vraiment du vélo de route. Et j'ai la sensation que ça a commencé à prendre et que le gravel est arrivé et a coupé l'herbe sous le pied au vélo électrique. Est-ce que je me trompe ? Quel avis tu as sur ça, toi ? Alors, je pense que tu es complètement dans le vrai. Pour moi, le vélo électrique demain, ça sera la partie commuting. Oui, Voilà, avec des vélos de ville utilitaires qui vont du vélo col de cygne jusqu'au cargo, qui va prendre de plus en plus de place dans les villes. Et puis le gravel. Je pense que le VTT, alors ça va être une niche qui va rester, hein, mais ça va probablement pas grossir tant que ça demain. Mais en revanche, le vélo, si on doit se dire, il y a la place pour un entre le route électrique et le gravel électrique, sera pour le gravel électrique. Ça me paraît évident, quoi. La seule et unique épreuve qu'on ait participé ensemble, c'était une course de vélo. Non, on a fait la Traca aussi. Ah, on a fait la Traca, mais on ne s'est pas croisés, il y avait tellement de monde, on ne s'est même pas croisés. Mais c'est vrai, cette épreuve organisée par Chilcoot, par Luc Leroyer, qui allait de Cannes, à côté de Cannes, jusqu'à Londres, et qui a été arrêté par le Covid. Alors moi, j'avais abandonné pour des douleurs au genou juste avant, mais c'est une épreuve qui a été arrêtée par l'organisateur parce que le gouvernement venait d'annoncer le confinement quelques heures plus tard, et donc la course a été annulée. Et cette course consistait à avoir des vélos de route électriques et des vélos des routes à force musculaire. Et moi, j'avais trouvé l'idée géniale. Mais c'était génial. J'avais trouvé l'idée géniale. Et on était arrivés ensemble à Lyon. On était un groupe de 7 ou 8. Et on était 2 électriques. Ouais, exact. Et puis 6 musculaires. Et on avait fait 500 bornes ensemble. Exactement. Ouais, j'avais trouvé l'idée géniale. Et moi, je commence à me dire, mais pourquoi les marques, pourquoi pas un jour un tour, tu vois. Pourquoi j'avais cette idée-là ? Parce que je suis bien souvent dans le futur plus que dans le présent. Et moi, je visualisais déjà, tu sais, des stratégies avec sur l'écran des batteries de chaque coureur, où tu voyais par exemple un coureur et tu voyais son niveau d'énergie, en dessous un autre coureur avec son niveau d'énergie. Et en termes de stratégie, je trouvais ça super excitant, quoi. Mais tu vois, stratégie de roulage aussi, parce que le seul point faible d'un gravel comparé à des musculaires, d'un électrique comparé à des musculaires, ce sont les faux plats où tu roules au-dessus de 25. Ouais. Okay. Et le vélo est plus lourd. Parce que là, tu es dans un faux plat, donc la masse du vélo compte et joue sur l'effort que tu fournis. Et tu ne peux pas bénéficier de l'assistance parce que tu es au-dessus de 25 à l'heure, tu es à 27, 28, etc. Mais donc, il faut savoir laisser partir le groupe un petit peu pour continuer à bénéficier de l'assistance, pour ensuite faire l'effort en haut pour aller combler le trou. Enfin, tu vois, c'est une démarche tactique qui est complètement différente. Ouais, quoi. En tout cas, j'avais trouvé l'approche
génial. On s'était même surpris, je me souviens, avec Luc, en discutant, qu'aucune marque s'était vraiment manifestée. J'avais trouvé ça hyper frustrant parce que son idée, elle était vraiment top. Ouais. Et donc, c'était intéressant de... Mais aussi, c'est pareil, ton avis est intéressant de te dire... Et je rejoins, s'il y a une question à avoir, en tout cas, sur un investissement entre un électrique, route ou gravel, c'est clair que le gravel, aujourd'hui, il va prendre le marché. Où est-ce que tu roules aujourd'hui, Jean-Yves? Alors, tu habites sur la région antienne, donc tu roules probablement Annecy, mais où est-ce que tu roules autrement? Est-ce que tu te déplaces dans des régions volontairement parce que tu sais qu'il y a un super spot? Ou est-ce que c'est à l'occasion de déplacements professionnels? Où est-ce que tu prends plaisir à rouler? Alors, essentiellement Annecy, parce que je vis ici, mais j'ai aussi la chance de pouvoir avoir quelque chose dans la région de Catalogne, donc je suis souvent là-bas, et je roule beaucoup en Catalogne, qui est un paradis du vélo. Ah, clairement. Tu le sais. Ah, clairement. J'arrête pas de dire à ma compagne, Chiron, c'est pas mal, non? Mais bon, pas encore. Et après, j'aime beaucoup les deux zones qui sont de part et d'autre de la vallée du Rhône, là, que sont le Luberon et tout ce qui est autour du Ventoux, et puis de l'autre côté les Cévennes et l'Ardèche, quoi. Ce sont des endroits qui sont magiques. L'Ardèche est un réseau de routes qui est hallucinant. Il n'y a pas de bagnole, il n'y a rien. C'est safe, c'est des paysages magiques. C'est top. Ça monte, ça descend, ça tourne. Il n'y a pas 500 mètres de ligne droite. Enfin, ce sont les endroits mes endroits de prédilection. Préférés. Ouais. Et est-ce que tu roules beaucoup dans le virtuel également? Là, on parle du réel. Oui. Mais le virtuel, alors... 4 fois par semaine. 4 fois par semaine. 4 fois par semaine, à 6h du matin, je suis sur mon home trainer et... Tu fais bien de le préciser. L'horaire, je veux dire, l'horaire est important. Parce que ma question, avant que tu dises l'heure, allait te dire comment est-ce que tu t'organises dans ta semaine pour justement concilier ta passion. Alors, ton métier est aussi une passion parce qu'il touche au sport, donc là-dessus, j'ai pas de doute. Mais comment tu t'organises dans la semaine pour justement pouvoir t'entraîner et avoir des horaires probablement qui exigent d'être présent à certains moments de la journée avec les postes que tu occupes. Mais comment tu t'organises? Est-ce que c'est une routine ou est-ce que ça varie en fonction de ton agenda? Ou est-ce que tu sais chaque semaine à peu près que tu vas pouvoir consacrer 4 à 5 séances par semaine? Oui, je sais je maîtrise et puis c'est à peu près régulier. J'adapte juste un petit peu mes horaires, mais tu vois, l'hiver, par exemple, je m'impose de conserver 10-12 heures sur les 7 jours de la semaine d'entraînement. L'été, comme les jours rallongent, etc., c'est plutôt 15-16 heures. Mais c'est ce que je m'impose de faire. Et ça passe par... Je me couche tôt. Oui, c'est une hygiène de vie. Et je me lève tôt. C'est un état d'esprit. Et je mange bien. Donc voilà, j'arrive à faire tout ça. J'ai aussi la chance de ne plus avoir les enfants à la maison, hein, bien sûr, parce que la vie de famille, mon épouse a aussi des activités de son côté sportives qui font qu'on arrive à concilier un peu tout, quoi, le professionnel, le personnel, le social, voilà. Et alors, le monde virtuel, justement, quel est ton avis sur ça? Parce que de par tes expériences, tu l'as vu arriver aussi. Je sais que tu es quelqu'un de très connecté. On va parler après des datas personnelles. Mais de par ton métier, je sais qu'aussi, tu regardes beaucoup ce qui se passe. Tu es en veille, on va dire, sur beaucoup de choses. Est-ce que tu t'imaginais, il y a 10 ans de ça, qu'on roulerait toutes les semaines dans un monde virtuel? Non, même si j'ai eu mon premier bêta abonnement sur Zwift grâce à Sunto. Oui. Digital, on discutait, on avait des accords et on a eu quelques abonnements, quelques accès sur la version bêta. Donc je te parle de ça, c'était en 2014. Oui, parce que donc c'était il y a 10 ans déjà. Mais il y a 10 ans... c'était probablement pas ce que c'est aujourd'hui. Pas ce que c'est aujourd'hui, quoi. Et moi, j'en faisais l'usage parce que je pouvais pas rouler dehors, parce que quand tu vis en Finlande dans la semaine, à 3 heures, il fait nuit, quoi, tu vois, de l'après-midi. Donc, c'est la seule possibilité que tu as, c'est de rouler là-dessus. J'imaginais pas ça, et je me dis, parce que je regardais beaucoup cette semaine les premiers feedbacks qui étaient sur... le masque d'Apple. Vision.
Et je me dis, bon, putain, ça y est, quoi. On y est. Entre ça... Moi, j'ai hâte de le tester. Alors, voilà, le jour où on a ça et qu'on a réglé le problème de transpiration intense du truc, bon, c'est bon, quoi. Je veux dire, tu vas avoir des expériences qui vont être sublimées par rapport à ce que l'on vit aujourd'hui. Tu vas être devant peloton, un écran, etc. Tu vas être dans le peloton. Moi, j'ai même plus l'écran Zwift, si tu veux, tu vois, parce que je sais ce que je fais quand je suis sur mon home trainer. Je sais ce que je vais faire comme type d'effort, comme type d'entraînement, etc. Et je ne roule pas forcément sur Zwift. J'en profite pour m'éduquer, m'informer, me développer sur des choses que je ne connais pas en regardant des vidéos sur YouTube ou autre. Voilà. Donc, je lis l'utile et l'agréable. Mais quand le virtuel va être là, dans le masque Vision, je veux dire, ça va être... ça va être dingue. Ça va être dingue. Ouais, ça va être dingue, c'est clair. Et on parle des datas désormais. Je sais que tu es quelqu'un de très connecté. Je sais pas si tu les as parce que là, tu as tes manches longues, mais tu les as probablement eu comme moi, plusieurs bracelets pour surveiller si tu as bien dormi, tout ça. Alors, il y a une bague. Il y a une bague également. Il y a une bague, un bracelet. Là, celui-là, je ne l'ai pas parce que je fais avec la Garmin qui est là maintenant. Alors, pareil, comment tu utilises? Alors, je sais qu'il y a aussi le capteur, parce que tu es diabétique. Oui. Je sais que tu as aussi régulièrement, et ça t'a vraiment accompagné, aidé dans la discipline du cyclisme et de la longue distance sur la gestion de la glycémie. C'est pareil, comment tu utilises ces données? C'est vraiment purement pour la santé, vraiment de la veille, ou c'est vraiment par curiosité et pour optimiser ta performance ou juste te sentir mieux? Comment est-ce que tu utilises toutes ces données? Alors, curiosité. Curiosité, ouais. Curiosité. Pour certains, c'est santé. Hein. Le capteur que j'ai dans le bras, là, c'est pour ma glycémie, bien évidemment. Et puis ensuite, voilà, quoi. Ce que je veux aujourd'hui, c'est de la longévité dans la performance. Voilà. Donc, tout ce qui est à ma disposition pour pouvoir mesurer ma performance, son déclin, sa progression, etc., je l'utilise. Alors, ça m'amène à cette question. Est-ce que justement les datas que tu utilises, alors je ne sais pas combien de temps tu es vraiment penché sur les datas, mais depuis que tu les utilises, est-ce que tu as la sensation de t'améliorer ou de maintenir ta performance et que sans ça, ça serait probablement différent? Alors, tu vois ce que je veux dire? Oui, tout à fait. Tout à fait. Et tu je l'as dirais mesuré, tu l'as forcément mesuré en plus. Et je peux dire aujourd'hui que j'ai le sentiment de continuer. Alors, je vais le dire différemment. J'ai le sentiment aujourd'hui que sur ces 5 dernières années, j'ai pas régressé. Et sur certains domaines, j'ai progressé. L'ordre naturel des choses voudrait que j'ai régressé partout. Parce que, l'âge étant ce qu'il est, tu peux pas aller contre la nature. Mais les datas me permettent de ralentir des choses, voire de les améliorer. Et c'est pour ça que mon futur job, tu vois, parce que là j'arrive en fin de carrière, mais mon futur, la vision de ce que je serai demain, c'est demain je vais lancer une activité de coaching pour les athlètes de plus de 50 ans. Génial, dont je fais partie. Ah ouais, je viens de passer les 50 ans, donc non, parce que tu sais que il y a des programmes d'entraînement, etc. Ouais, bien sûr, mais ils ne tiennent pas compte de l'âge. Passer 50 ans, et ce n'est pas une barrière, je veux dire, ça vient progressivement, etc. Mais passer 50 ans, ton système hormonal, et c'est ça qui guide tout dans la physiologie du corps, ton système hormonal, il est complètement chamboulé. Le cortisol, l'adrénaline, la testostérone, l'hormone de croissance, qui sont des mots vilains, hein, parce qu'on considère ça sous l'angle dopage. Mais non, c'est des choses que le corps produit. L'insuline, tout ça, c'est chamboulé. Et on doit adapter sa façon de s'entraîner à ces choses-là. Hyper intéressant. Et on parle du futur. Alors justement, le futur, alors tu nous as parlé de ton futur, mais le futur de notre sport. Alors on en a parlé légèrement avant d'ouvrir les micros ensemble, c'est pour ça que j'ai introduit volontairement le sujet, mais quand on parle de data, des bracelets connectés, des bagues connectées,
quand on parle de Zwift et des plateformes connectées qui nous permettent aujourd'hui passer des hivers, de sortir de l'hiver parfois plus en forme que quand on y est rentré, ce qui n'était pas le cas avant du tout. Souvenons-nous de ces époques-là. Mais avec des travers. avec effectivement, où c'était vraiment une vraie coupure à l'époque, je me souviens, c'était vraiment une vraie coupure. Là, aujourd'hui, il n'y a pas vraiment de coupure. On peut faire des compétitions toute l'année. Demain, on a parlé du masque, avec le masque Vision notamment. Alors, la réalité, les masques virtuels existent déjà, mais c'est vrai que le masque annoncé d'Apple a l'air juste dingue. Et alors, demain, on va vivre dans quel monde ? On va vivre... Si on se refait un podcast dans 10 ans, Jean-Yves, on parlera de quoi ? On parlera plus de digital qu'aujourd'hui, parce que ça va rentrer de plus en plus dans nos vies, à tous les niveaux. Donc le monde va se digitaliser. Ça ne veut pas dire qu'on va rentrer dans Matrix. Ça ne veut pas dire ça. Mais il faut que l'on considère que demain, le vélo aura encore plus de technologie qu'il en a aujourd'hui. Je lisais un article d'un coureur américain qui disait aujourd'hui, moi sur mon vélo, j'ai entre mon vélo et moi, j'ai 8 sensors. J'ai 8 senseurs. Voilà, quand tu parles de ça, ça veut dire que les vélos seront de plus en plus équipés pour nous donner tout de suite en instantané des données. Oui, et ils changeront peut-être de vitesse pour toi. Parce que quand tu commences à combiner... En fonction de ta cadence, quand tu commences à combiner ton niveau de fréquence cardiaque, ta puissance, le niveau de lactate qui te sera donné par ta montre demain au travers de l'analyse des liquides interstitiels et de la sueur. Les changements de vitesse électrique qui existent déjà. Tu combines tout ça, la technologie existe. Le seul truc, c'est qu'elle est en silo aujourd'hui. Et que ces silos ne communiquent pas forcément de manière intelligente entre eux. Demain, quand tout ça va communiquer, qu'il va y avoir des interfaces, ça va complètement changer l'expérience du vélo. Et, alors, est-ce que c'est bien, est-ce que c'est pas bien ? On peut débattre là-dessus. Tu pourras déconnecter mais l'option. Si moi, ça me pose pas de problème de changer de vitesse. Ça me pose pas de problème de sentir le lactate monter dans mes cuisses et de savoir ce que je dois faire pour m'adapter. Mais si demain, j'oublie tout ça, je vais être beaucoup plus disponible pour voir tout ce qui se passe autour de moi. Et je serai peut-être plus connecté à la nature. Ouais, tout à fait. Tu vois ce que je veux dire ? Complètement. Donc, et encore une fois, on peut débattre là-dessus. Ouais, ça c'est hyper intéressant et c'est vrai que ça mettra probablement pas 10 ans comme on l'a dit, ça peut ça peut s'accélérer. Mais si tu avais également un avis, parce que on l'a compris, tu es hyper expérimenté, que ce soit au niveau de ton job des cultures, mais toute la veille informatique et la curiosité que tu as vis-à-vis des technologies. Quel regard aujourd'hui tu portes sur le monde du sport en général, voilà, que ce soit le trail, que ce soit le cyclisme ultra-distance, que ce soit les applications virtuelles sur lesquelles on pédale de plus en plus. Voilà, quel regard tu portes aujourd'hui sur ça ? Alors très caricaturalement, je dirais que le sport était considéré comme étant une activité pour une minorité de gens en forme, performants, dotés d'une ADN favorable, etc., pour pouvoir pratiquer donc ces activités. Aujourd'hui, ça devient un style de vie. Le sport devient quelque chose qui va s'ancrer de plus en plus dans un style de vie. Alors, il va y avoir des laissés pour compte, bien sûr, par rapport à des environnements qui peuvent être moins favorables. Mais, et nous on le voit en tant que marque de sport, d'une marque qui était réservée à une niche de gens qui pratiquaient le sport, aujourd'hui cette marque elle devient symbole d'un style de vie. Proche de l'outdoor, proche de la nature, du bien-être, quelque chose qui me fait du bien et qui me rend meilleur en tant que personne. Et tu penses que c'est... Parce que là, dans ce que tu décris, je me pose la question, est-ce que c'est la même chose en fonction des cultures ? C'est-à-dire qu'est-ce que les Américains que tu as connus, tu as côtoyés puisque tu y as vécu, est-ce qu'ils ont un temps d'avance sur nous ou pas, en Europe ? Est-ce qu'il y a une vraie différence ou tu raisonnes vraiment de manière globale ? Alors, c'est une bonne question, c'est difficile d'y répondre. Spontanément, comme ça, je dirais que cette notion de style de vie-là,
elle est plus marquée chez les Américains, mais bien plus polarisée que chez nous. C'est-à-dire, il y a vraiment les laissés pour compte qui sont ce qu'on appelle les couch potatoes, hein, les patates de canapé, et puis les gens qui, tous les jours, ont une activité physique. Ils vont à la gym, ils marchent, ils courent, etc. Et on voit bien cette polarisation. Chez nous, c'est beaucoup plus lissé, et je pense qu'il y a moins ces extrêmes-là. Alors, bien sûr, il y a l'extrême compétition qui est là, hein, mais l'extrême laissé pour compte du mouvement et de l'activité physique, je pense qu'en Europe, c'est moins marqué. Et c'est culturel aussi, hein, parce que voilà. tu parlais des universités. C'est vrai que là-bas, l'université, c'est le sport, c'est autre chose que chez nous en France. Donc c'est probablement aussi culturel, peut-être. Ouais. Ça part du départ, en fait. Mais tu vois, c'est super intéressant ce que tu dis, parce que l'université, c'est très sport aux US. Ouais. C'est très marqué par les performances des équipes d'université, etc., etc. C'est d'ailleurs... Là, le sport fait partie de la réussite, en fait. Ouais, et c'est d'ailleurs la deuxième division dans tous clair. les sports d'équipe, après les pros, hein, C'est les équipes universitaires. Hein. Mais qui a accès aux universités aujourd'hui aux États-Unis? Les favorisés, quoi. Et donc, on voit ce fossé-là qui est marqué dès le plus jeune âge. Ouais, intéressant. Et on va revenir juste sur le vélo et les performances et les datas et le matériel des pros aujourd'hui. Alors, je parle du Tour, hein, juste avant qu'on échange, Jean-Yves, j'ai eu la chance de rencontrer Victor Lafay pour le podcast Dans la tête d'un cycliste. Et on parlait matériel, on parlait vélo. Est-ce que tu regardes le matériel des pros, tu analyses, est-ce que tu vois évoluer également on parlait de Colnago, hein, les beaux vélos qui équipent justement l'équipe UAE. Est-ce que tu t'intéresses au matériel, mais vraiment purement du matériel des professionnels? Oui, pour constater qu'ils sont à la préhistoire pour beaucoup d'entre eux. Non, pour des partenariats, des raisons de partenariat de marque, probablement. Oui, non et des croyances. Et des croyances. Enfin, c'est quand même incroyable comme le vélo est un sport qui est ancré sur des croyances, quoi. Et il faut telle longueur de manivelle parce que plus de levier, clac, clac, connerie. Il faut un guidon qui a la largeur des épaules, clac, clac, connerie. Il faut des pneus de 25 parce que ça roule mieux que des pneus de 28 ou même 30. Tu sais que je roule en 32 maintenant. Hein. Ah oui, mais... Quel confort. Et je vais pas moins vite. Hein. Mais ça, ce sont que des trucs qui datent de combien de décennies, quoi. C'est des histoires qui étaient il y a 50 ans et qui perdurent aujourd'hui. Mais non, quoi. Et les pros, alors, encore une fois, je généralise, mais beaucoup de pros sont ancrés sur ces croyances-là. Ouais. Alors, toi, qu'est-ce qui t'a fait changer de croyance, justement? C'est que forcément, tu as travaillé, tu t'es renseigné, tu t'es documenté. Mais par exemple, le guidon. Donc, je sais que tu utilises un guidon coefficient cycling, c'est ça? Oui. Voilà. Alors, c'est vrai que quand tu le regardes, ce vélo, naturellement, tu te dis, bah oui, c'est logique, parce que quand tu fais beaucoup d'heures de selle, si tu mets tes poignets naturellement, ils vont se poser naturellement sur le guidon que tu as. Alors que sur les guidons classiques, non, il faut que tu fasses un effort de mouvement pour aller chercher ton guidon correctement. Ouais. Ça aussi, c'est quand même aberrant, effectivement, qu'à leur niveau, il n'y ait pas eu de recherche, quoi. Ouais, c'est juste moi, mon quotidien au boulot, je suis entouré de docteurs c'est l'environnement dans lequel en physiologie, en biomécanique. Je suis missionné pour réfléchir sur le futur du sport. Tu es obligé de prendre en compte des choses comme ça, quoi. Donc, tu réfléchis, tu es curieux. Et le conseil que je donne aux gens, c'est ne partez pas avec vos certitudes, quoi. Une certitude, c'est un truc qu'on doit écrire sur une feuille de papier, la froisser et la jeter à la poubelle. Il ne faut pas vider la poubelle parce qu'on peut y revenir après à la certitude. Sûr, ouais. Mais la première idée, c'est rarement la bonne. Donc, ouvrez-vous, essayez. Et puis, ce qui convient à Paul, convient peut-être pas à Jacques. Exactement. Voilà. Et cette histoire de manivelle, c'est vrai qu'effectivement... c'est quoi ton avis sur ça? C'est que tu dis qu'effectivement, c'est pas parce qu'on est grand qu'on doit avoir des manivelles de 175. Quelles recherches t'ont amené à cette conclusion? Alors, c'est un problème que j'ai eu. Donc, un problème de douleur et de raideur du psoas iliaque. Alors, pourquoi j'avais cette raideur? C'est parce que j'avais un angle entre mon fémur et le buste, quand j'étais notamment en position plutôt basse, qui était trop fermé. D'accord? Ça a deux inconvénients. Ça te raidit ton muscle psoas, et en plus, ça t'enlève de la force
sur la première phase du pédalage. Imagine-toi dans une salle de gym avec une barre sur le dos pour faire des squats. Okay. Quand tu descends complètement sur ton squat, quelle est la partie la plus difficile du mouvement à faire ? C'est le tout début. Ouais, tout à fait. Une fois que tu as atteint un certain angle d'ouverture dans tes segments, la barre, elle monte toute seule. Et le pédalage, c'est pareil. Tu vas appuyer avec beaucoup plus de force si ton angle est ouvert que si ton angle est trop fermé, où là, tu vas avoir un début qui va être très compliqué et très difficile, avec beaucoup de tension. Donc, on dit que la force, elle arrive autour de, si tu imagines une pendule avec ton pied à 1h30, là, jusqu'à 4h, on va dire. Mais là, au lieu de démarrer à 1h30, ça va commencer à 12h30. Ouais, donc forcément, tu mets plus de... Tu engages ta force musculaire plus tôt. Plus tôt. Et donc, ça me fait penser au plateau ovale et plateau rond. De ce que tu dis, est-ce que ça a une incidence également ? Parce qu'on a vu les plateaux ovales avec l'époque de Froome, où c'était un des seuls à les utiliser. Derrière, il y a eu Gerrans, je crois, aussi, qui les a utilisés. J'ai testé le Poche-Lopec en 1980. Alors là aussi, est-ce que toi, tu as un avis sur ça ou pas ? Ouais, j'y suis allé, je suis revenu à du rond, je suis repassé à de l'ovale, j'ai essayé du rotor, j'ai essayé du Poche-Lopec. J'ai pu essayer en VTT aussi du Shimano Biopace à l'époque. Ça m'a... J'ai jamais vraiment senti de différence. En tout cas, du niveau de celle que je ressens avec des manivelles courtes. Ok. Et aujourd'hui, sur route, je suis en 165. Et en gravel, je suis passé à du 160. Intéressant, ouais, effectivement. Alors qu'avant, sur route, quand tu as commencé, on t'avait dit... sur route, je suis 72, 75 ? Non, alors, j'ai débuté avec du 170, je suis passé avec du 172.5, puis comme je croyais ce qu'on me disait, c'est-à-dire plus c'est long, plus tu as de levier. Mais le levier, ça marche sur les 3 premiers coups de pédale, mais au bout de 3 coups de pédale, le levier, ça compte plus avec ta cadence, tu vois. Ça marche pas. Et donc, je suis même monté jusqu'à du 180 pour essayer, parce que je voulais essayer. Intéressant. Le 160, ça ne m'a pas fait baisser les performances et je n'ai plus mal à mes psoas. Bon, donc c'est plutôt positif. Ah, pour moi, c'est complètement positif. Et le point, est-ce que tu as un avis sur un point ? Moi, je trouve qu'en 2024, quand on fait du long notamment, et pas forcément, parce que certains coureurs professionnels sont aussi victimes de bursite, mais la selle, c'est quand même incroyable qu'en 2024, tous ceux qui font du long aient des problèmes de douleur à la selle, non ? Enfin, est-ce que tu as trouvé une solution miracle ? Parce que je sais qu'il y a des choses qui évoluent en ce moment, qui bougent pas mal au niveau de la selle. Je vais dire un truc qu'il faut prendre avec des pincettes. Alors, la bursite que tu décris, c'est une notion d'appui quand même, et donc du rayon qui se... Et puis après, il y a les irritations et les brûlures, et tout ça. Sur ce second point, j'ai trouvé une solution radicale. Je fais du home trainer avec un cuissard que je garde pendant 10 séances. OK ? Pourquoi je fais ça ? Parce que je transpire beaucoup quand je fais du home trainer, que sur mon insert, la transpiration, elle reste, il y a des cristaux de sel, etc., et que je me suis tanné la peau en faisant ça. Donc je me suis un petit peu brûlé la peau, mais sans avoir les conséquences que tu peux avoir quand tu fais du très long, etc. Et là, je suis plus du tout victime de ça. Ah, ça, c'est super intéressant. Terminé. Ouais. Donc ça, c'est du bidouillage perso. C'est une expérience personnelle, effectivement. Je veux pas mais que... c'est intéressant d'avoir cet avis-là. Pour moi, ça a marché. Les bursites, je sais pas dire. Après... Je ne sais pas dire. Je sais simplement qu'on va avoir de gros progrès qui vont arriver dans la selle avec l'impression 3D. Voilà, c'est la question. C'est qu'aujourd'hui, maintenant, tu as des selles qui prennent vraiment la forme en fait, de ton appui. Et donc, tu reçois des selles quand tu les sors du carton, de ce que j'ai pu voir sur les différents réseaux, mais c'est vrai que ça ressemble pas à grand-chose, où tu te dis, mais jamais je vais venir dessus. Et en fait, si, parce qu'elle est vraiment moulée, justement, c'est vraiment moulé sur ton appui. Et apparemment, c'est des choses qui fonctionneraient plutôt bien. Alors, ça fonctionne pour certains. Pour moi, ça ne fonctionne pas. Et encore une fois, la selle, c'est tellement personnel, si tu veux, qu'il n'y a pas de vérité. Non, Pour moi, ça ne fonctionne pas parce que j'ai besoin de bouger sur la selle. Ces selles-là me limitent dans la possibilité que j'ai de bouger dessus parce qu'elles sont tellement conformées. Que tu peux pas. Ou l'Infinity, qui est un véritable berceau. J'allais t'en parler, c'est un canapé. J'ai essayé,
ça me va pas. Non, tu peux pas bouger, effectivement. Donc moi j'ai besoin de ça, mais je sais qu'un Pascal Bride par exemple qui s'est fait faire une selle Exactement, carbone par ouais. des biaches, c'est des biaches, c'est ça? Je crois, ouais. En tout cas, c'est une selle effectivement carbone moulée. Il est ravi, ouais. et tant mieux, mais je pense qu'il faut essayer. Bon, intéressant. Donc, je pense que toutes les personnes qui se posaient la question au début, mais effectivement, qu'est-ce que va apporter Jean-Yves à ce podcast ? Je pense que vous l'avez compris. Comment on peut finir ce podcast, cet épisode, Jean-Yves ? Où est-ce qu'on peut te suivre ? Ouais, Quel message tu souhaiterais faire passer ? Alors, me suivre, je suis assez actif sur Facebook. Voilà, et puis les gens ils peuvent me contacter, hein. Moi je suis disponible dès qu'il s'agit de parler de la passion du vélo, je suis disponible pour tout le monde. Bon. Donc ça c'est la première chose. Et puis message que j'ai pas de message à faire passer, tu sais, j'ai parfois l'impression qu'on me prend pour un donneur de leçons, mais la seule leçon que je donne c'est soyez ouverts, quoi. Ne considérez pas que votre monde, c'est le monde de tout le monde. Ou que le monde de quelqu'un, ça doit être votre monde. Faites-vous votre propre expérience. Testez les choses, questionnez, soyez ouverts. Faites les choses de manière raisonnée, rationnelle. Voilà quoi. Et puis vivez à fond votre passion pour le vélo, pour quelque autre sport que ce soit. Ouais. Pour le sport, c'est magique. Mais ça, c'est cet état d'esprit. On ressent que tu as eu la chance de côtoyer dans ton parcours personnel, professionnel, d'autres cultures, d'autres personnes venant d'horizons totalement différents qui t'amènent à raisonner comme ça. Donc, en tout cas, un grand merci pour ta disponibilité. Enfin, on a pu se positionner sur un épisode. Moi, je suis très, très content. Et puis, écoute, je te donne rendez-vous à l'Atraca, j'espère. Sinon, on aura forcément un autre moment pour se croiser. Tu es toujours le bienvenu sur NRS Cross, tu le sais. Et un grand merci à toi, Jean-Yves, et tout le meilleur pour cette année 2024. Merci, Arnaud. Merci d'avoir écouté cet épisode captivant d'Ultra Talk. J'espère que cette conversation inspirante avec des individus audacieux vous a laissé avec de nouvelles perspectives et une motivation renouvelée. N'oubliez pas que vous aussi, vous pouvez embrasser l'extraordinaire dans votre propre vie. Restez connectés sur les réseaux sociaux Ultra Talk et sur le site ultratalk-podcast.com. Continuez à vous aventurer et à repousser vos limites. À la semaine prochaine pour un nouvel épisode passionnant d'Ultra Talk.